Bonsoir. Bonsoir Altesse, bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine sur Monaco Info. 7 jours viennent de s'écouler, 7 jours riches en informations où il aura été question de mobilisation, de solidarité ou de générosité. On pense par exemple au témoignage de la présidente de Fight AIDS Monaco, la princesse Stéphanie, en pleine journée internationale de lutte contre le sida, ou à l'entretien de Laurence Thiénot-Herman, présidente de l'AFM Téléthon. Cette semaine, Boris Herman nous aura invités à bord du Sea Explorer Yacht Club de Monaco, en plein Vendée Globe. Et puis nous avons parlé environnement, santé et de musique avec Thomas Dutronc. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Depuis le mois de mars, parce que la structure a ouvert le 23 mars, si je me souviens bien, le 23 ou le 25, nous avons eu 735 personnes en suivi. Donc, au début de l'épidémie, ce n'étaient pas forcément des personnes qui étaient malades de la Covid, c'était des personnes symptomatiques, parce qu'à l'époque, on s'occupait aussi des patients pour lesquels on avait un doute, mais pour lesquels nous n'étions pas sûrs. Mais depuis le mois de septembre, ce sont des personnes effectivement malades. Et oui, un total de 735 depuis plusieurs mois. Tous les jours, cette cellule récupère l'ensemble des cas positifs de la principauté, les résidents, mais aussi les salariés, et fait le lien tant avec l'OMT, l'Office de la médecine du travail, ou l'inspection médicale des scolaires lorsqu'il s'agit de salariés ou d'enfants scolarisés, mais appelle aussi directement les patients pour mener l'enquête dans la sphère familiale et dresser la liste des contacts et entamer les procédures qui doivent être mises en place. Donc un dépistage rapide des personnes concernées. On l'a constaté puisqu'on a été avec Tara autour des dernières missions, on est allé dans le Pacifique, vous savez ce fameux continent de plastique où on dit que la poubelle du monde se trouve là. Et finalement ce qu'on y trouve là-bas est équivalent à ce qu'on trouve en Méditerranée finalement. Donc on est vraiment dans une mer qui est effectivement fermée avec une forte densité de population. Une forte consommation, avec parfois des très faibles niveaux de tri et de collecte de déchets, qui trouve que et du coup la Méditerranée concentre tout ça et effectivement elle est très polluée en macro-déchets. Je pense que l'Indien est souvent l'océan le plus difficile. Le Pacifique, il porte dans son nom déjà d'être pacifique. De ma mémoire, j'ai jamais vu des prévisions comme là où j'ai 10 jours de tempête. C'est fou quoi, donc ça va être une période devant moi très dure. En fait la solution est dans les mains de tout le monde, notre consommation quand on va acheter, faire nos courses, qu'est-ce qu'on choisit d'acheter, l'industriel comment il construit des produits demain plus vertueux pour le recyclage qui suivra, le politique qui prend des décisions, qui prend des lois et des décrets pour l'économie circulaire. Finalement c'est partout qu'il faut agir, c'est aussi avec nos enfants, comment on leur explique qu'on consomme différemment. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, c'est aussi un enjeu d'éducation. In fine, c'est l'homme qui consomme les gros prédateurs. Donc la pollution, elle est partout, elle est générale, elle n'a pas de frontières. On s'intéresse beaucoup à la pollution atmosphérique, mais on oublie que la pollution atmosphérique, elle migre et qu'avec la pluie, elle va se répartir dans les océans. Oui, c'est vrai, les conditions sont difficiles. Et en plus, il me manque une voile actuellement. Je ne peux pas utiliser ma voile d'avant principale, le J2, parce qu'il y a un petit problème que je dois résoudre quand il n'y a pas de vent. Mais les prévisions, il y a du vent d'ici jusqu'en Australie pratiquement. Donc, j'ai soit une voile un peu trop grande ou trop petite. Donc, la voile intermédiaire, elle me manque et ça me pénalise un peu, mais j'espère de pouvoir quand même garder ma place dans le peloton. Le VIH sévit et contamine chaque année un grand nombre de personnes encore à travers le monde, mais on n'en parle plus et c'est devenu quelque chose, voilà, bon, toujours tabou évidemment, mais qui n'attire pas l'attention et la considération des gouvernements ou des personnes. Donc là, en plus, avec la pandémie internationale, c'est complètement pas d'actualité et oublié, quoi. On fait comme on peut, on a essayé de tourner les choses dans tous les sens. On fait un événement avec la Croix-Rouge pour l'élimination d'un sapin, voilà, pour essayer de récolter un peu des fonds pour Fight AIDS. Mais les bénévoles sont toujours là et sur le terrain, et voilà, mais bon, on est victime comme tout le monde.
La seule vraie chose qu'on en est entre nos mains, c'est de se protéger et d'être prudent. Et, voilà. Et de toute façon, on doit se protéger partout maintenant. Donc voilà. Monaco fait beaucoup plus que des grandes nations pour le VIH. Et ça depuis des années. Et c'est plus tabou à Monaco maintenant. Ça n'a pas été facile. On s'est battu voilà, pour faire voilà, ouvrir les cœurs, ouvrir les yeux, ouvrir les âmes. Et aussi les portefeuilles, c'était très bien aussi. Mais je crois que oui, non, je suis très fière de la mobilisation. Et bravo Monaco, et il faut continuer comme ça. Savoir qu'il y a partout environ 20 000 points d'animation, 12 000 communes qui participent au Téléthon, 250 000 bénévoles. Tout ça, ça représente 40% de la collecte du Téléthon. Évidemment, ces animations sont dans leur grande majorité aujourd'hui empêchées. Elles se sont transformées, réinventées. Il y a eu beaucoup de créativité. Elles se sont beaucoup digitalisées. Et puis, on espère tellement que toute la population sera en rendez-vous pour faire le 36-37 ou téléthon.fr pour ce téléthon, que la générosité du terrain va se transformer en générosité en télématique ou sur Internet. En tout cas, on l'espère vraiment très fort. Écoutez, je crois que la principale mission de la Commission consiste à veiller au respect des libertés et droits fondamentaux dans le domaine de la protection des données personnelles. Les données personnelles apparaissent de plus en plus, elles sont nombreuses et elles peuvent porter atteinte à chaque individu, d'où la nécessité de veiller au respect de ces données. Chacun d'entre nous a la possibilité d'avoir la maîtrise des informations qui nous concernent. Et parmi les droits dont nous disposons, il y a celui de donner l'autorisation d'exploiter nos propres données. C'est la première fois qu'un juriste monégasque est désigné à la tête pour présider une juridiction sportive internationale. Cette cour est appelée à trancher des litiges sportifs qui opposent des compétiteurs ou des écuries avec la fédération, avec des autorités de la Fédération internationale automobile. Le sport automobile, comme les sports en général, est encadré par des règles. C'est ce qu'on appelle maintenant le droit du sport, qui est une spécialité juridique. Donc à la Fédération internationale automobile, il y a un cahier de règles générales qui s'appelle International Sporting Code, le code sportif international, et qui s'applique, c'est une règle beaucoup de déontologie, qui s'applique à toutes les compétitions. Alors quelles sont les spécificités du marché monégasque justement ? C'est un marché particulier, très dynamique, qui a une chance assez inouïe, c'est de bénéficier de tous les segments, c'est-à-dire un marché local très dynamique, un marché national de proximité avec la France, l'Italie, et puis un marché international de tous les pays du monde, de tous les continents. C'est assez rare, il est aussi également saisonnier certes, mais malgré tout bien étalé tout au long de l'année. Il est dynamique, puissant et très intéressant à travailler. Quelle affiche dimanche sur la scène de l'Opéra Garnier, vous allez être bien entouré. Mais oui, alors qui y a, vous allez me le rappeler parce que je ne sais plus moi. Oh, quelques petits noms comme Manu Katché, Anne Passeo, Charles Passy, j'en passe. Voilà. Le nom ne fait rien à l'affaire, ce qui compte c'est le talent. Et là, il va y en avoir plein. Oui, c'est Jean-René Palacio qui a monté ça et on était très surpris qu'il réussisse à monter quelque chose comme ça début décembre. J'avoue que j'étais un peu estomaqué, je n'y croyais pas. Et puis ça a l'air de tenir, ça a l'air de se faire, donc on est ravis. Là, en fait, pour Noël, on ressort ce disque Frenchy avec des nouveaux bonus, mais là, du coup, avec des chanteurs français, Eddie Mitchell, mon père, Jane Birkin, mais aussi Étienne Dao, Philippe Catherine et Clara Luciani. Donc c'était au départ pour faire 2-3 bonus pour une réédition de Noël, mais en fait on s'est pris au jeu, on en a fait plein. Dans le premier confinement, j'ai fait beaucoup de Facebook Live. Je faisais une chanson par jour en cours de guitare. J'ai d'ailleurs fait une méthode là qui va sortir, une méthode de guitare qui est plus une méthode pour chanter des chansons finalement que vraiment de guitare, mais un peu les deux quoi. Mais... Thomas Dutronc, merci de nous avoir accordé cet entretien à quelques jours donc, je le rappelle, de ce concert événement dimanche 6 décembre à l'Opéra Garnier. Merci beaucoup.
Et merci à vous Thomas, et merci à tous nos invités de la semaine d'avoir été avec nous. Avant de nous quitter, un petit détour par la toile pour découvrir les vidéos qui font le buzz sur Internet. C'est le best-of des réseaux sociaux, préparé ce soir par Alexandra Salustri et David Bernardi. Ce best-of est à présent terminé. Rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de nouveaux JT pour être au cœur de l'information. À très vite sur Monaco Info.